Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va réagir un peu à chaud sur cette énorme collision qu'il y a eu au-dessus de Washington. On va regarder un petit peu ce que l'on peut déjà en dire. Est-ce que les contrôleurs ont fait correctement leur boulot? Est-ce qu'on est face à une erreur pilote? On va déjà un petit peu décortiquer les éléments dont on dispose. Ce que je vous propose, c'est que déjà on regarde une vidéo qui est sortie sur VAS Aviation, qui reprend donc une image radar. C'est un habillage, hein, et les transcriptions radio entre les pilotes jusqu'à l'accident, et on analyse ensuite derrière. American 3130 for the final. Well, American 3130. Pass 25, traffic just south of Wilson Bridge to CRJ at 1,200 feet, start runway 33. 5 has a traffic site request visual separation. This separation proof. American 1630 tower, runway 1 lot void, traffic through start runway 33, dispatch 16 mile final. Left wait, runway 1. Whiskey 5307, keep rolling out to November, ground 47 today. American 1630 1 star 32014, Galaxy 5, traffic 2 mile left base, runway 33, no delay, runway 1 clear for immediate takeoff. Number 1, clear for takeoff, American 1630. Pass 25, get the CRJ in flight. Pass 25, pass line is CRJ. Pitch 5 has a aircraft in sight request visual separation. This separation. American 4782 by Baton number and visual. American 472, Washington, 1 star 32017. This is Win. Did you see that? American 472. American 3130, go around, turn left end 250, climb maintain 3000. Okay, left heading 350, 3000, American 3130. Tower, Blue Streak, 5347 is on final. Request runway 33, circle to 33. Alors avant d'analyser quand même un petit peu les éléments dont on dispose, il faut déjà voir où est-ce qu'on se situe. On est sur l'aéroport de Ronald Reagan, Washington. Donc un aéroport qui a plusieurs pistes avec des pistes croisées. Voilà. Et on est dans une situation où il y a un vent qui est assez particulier, qui est un peu travers, et qui nécessite pour certains avions de se poser sur une autre piste que la piste habituelle. Il faut savoir que la piste habituelle que l'on a dans ces conditions-là, normalement c'est la 01, c'est la piste que vous voyez qui est quasi verticale. Donc tous les avions arrivent sur cet axe-là, sur la 01, et ce qu'on a pu voir cette nuit-là, c'est qu'il y a eu des avions qui sont posés en 01, des avions en 33, parce que le vent est plus favorable en se posant en 33, c'est la piste que l'on voit apparaître ici. Et ça nécessite pour cela de faire une approche à vue, qui est une approche, c'est-à-dire qu'on termine l'approche aux instruments, et à un point bien défini, on va ouvrir un peu à droite pour venir chercher la finale de la piste 33, et c'est exactement l'instruction qui est donnée par le contrôle aérien, comme on peut le voir ici, où on lui dit au pont Wilson de prendre la piste 33, et il est déjà autorisé à l'atterrissage piste 33. C'est une procédure qui est assez classique pour un pilote, même si ça demande un peu plus de dextérité pour se poser, mais c'est quelque chose qui se pratique assez régulièrement sur certains terrains, particulièrement aux États-Unis, où vous avez des pistes qui sont croisées, et donc vous n'avez pas de procédure d'arrivée sur cette piste 33, hormis une RNP 33, mais comme c'est un changement un peu au dernier moment, mais une approche à vue se fait très bien. Voilà. Donc là déjà, on a une situation qui est un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude, mais une situation qui normalement se gère très bien, que ce soit de la part des contrôleurs, mais également par les pilotes. Et pendant ce temps, eh bien, on a l'hélicoptère Black Hawk qui arrive par le nord, le long du Potomac, et qui arrive directement en fait sur la trajectoire de l'arrivée de la piste 33. Alors, instruction est donnée par le contrôleur au pilote de l'hélicoptère en lui disant l'information de trafic pour dire attention, vous avez un avion qui est là, et le pilote de l'hélicoptère annonce bien, on a visuel, on assure la séparation. Donc c'est pour le contrôleur, c'est réglé. Le pilote de l'hélicoptère, il a visuel sur l'avion, il assure sa séparation,
Néanmoins, j'identifie un oubli de la part du contrôleur, c'est le fait qu'il n'y a pas d'information réciproque à l'avion sur l'hélicoptère qui transite. Alors, normalement, on est censé faire l'information réciproque, même si l'hélicoptère annonce visuel qui doit passer derrière, mais il aurait été judicieux d'informer quand même l'avion en finale qu'il y avait un hélicoptère justement qui croisait relativement proche. Alors cet hélicoptère, normalement, il apparaît au TICAS sur leurs écrans. Le problème, c'est que certains sont assez surpris de se rendre compte que le TICAS n'a pas fonctionné pour éviter la collision. Mais non, c'est tout à fait normal. C'est qu'en fait, en dessous d'une certaine altitude, le TICAS est désactivé justement pour éviter des situations comme celle-là où les avions sont proches des pistes à l'atterrissage, au décollage, et les avions sont plus proches que la normale. Et donc, si on laissait le système fonctionner et donner des ordres d'évitement, eh bien, on aurait des évitements quasiment quotidiens, tous les jours, à proximité du sol lorsque les avions sont assez proches. Donc, c'est justement pour éviter ce genre de situation qu'il est désactivé et qu'il n'y a pas eu d'évitement ordonné par le TICAS. Autre question qu'on m'a souvent posée aujourd'hui, c'est pourquoi en fait l'hélicoptère n'est pas séparé de l'avion par le contrôle aérien. Parce que justement, les règles de vol dans cet espace aérien, vis-à-vis d'un trafic qui vole à vue et d'un autre qui vole aux instruments, c'est de l'information de trafic. Le contrôleur aérien ne fait pas de séparation entre ces deux avions. La méthode, c'est de donner l'information de la position à l'hélicoptère qu'il annonce visuel, et c'est à ce moment-là, la responsabilité de la séparation, elle est déléguée au pilote. C'est au pilote de s'assurer de la séparation vis-à-vis de l'avion et surtout de passer à suffisamment bonne distance, notamment également pour éviter la turbulence de sillage de l'avion. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas quelque chose qui est surprenant. Les règles de l'air sont claires et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui m'apparaît manquante ici, c'est l'information réciproque à l'avion sur la position de l'hélicoptère. Ça, visiblement, dans les retranscriptions que j'ai vues, je n'en ai pas vu état. Donc il y a un oubli du contrôleur. Est-ce que ça aurait évité ce qui s'est passé? Peut-être, mais peut-être pas. On verra pourquoi après. Autre chose que le public a peut-être un peu plus de mal à se rendre compte, c'est comment le pilote de l'hélicoptère, qui annonce pourtant avoir visuel de l'avion, pourquoi il lui fonce complètement dessus? Eh bien, il y a potentiellement une explication à ça. Alors ça va être à l'enquête de le démontrer. Néanmoins, j'ai identifié une situation qui potentiellement peut montrer que le pilote de l'hélicoptère a annoncé potentiellement visuel sur le mauvais appareil. Pourquoi? Quand on a l'information de trafic qui est donnée à l'hélicoptère sur l'avion par le contrôleur, on a l'avion qui est en train d'ouvrir au niveau du pont Wilson, comme le prévoit justement la procédure. Et ce qu'on remarque, c'est que à cet instant précis, si le timing de la retranscription radio est correct par rapport à la position des avions que j'ai sur cette vidéo-là, eh bien on se rend compte que dans la même direction, l'hélicoptère a visuel en fait sur deux avions, sur deux phares d'atterrissage. Celui de l'avion en question, mais également d'un vol American Airlines qui est juste derrière et qui s'annonce justement en radio après, en finale sur la piste 01. Et là, on peut clairement se poser la question si les pilotes d'hélicoptère n'ont pas gardé le visuel sur le mauvais phare d'atterrissage. Puisqu'après, ils se retrouvent avec l'avion qui est sur leur gauche. Et en fait, quand ils se dirigent davantage vers le sud, ils se retrouvent en face de l'avion qui se présente en 01, alors que l'avion qui leur arrive dessus arrive de la gauche. Clairement, cette possibilité n'est pas du tout à exclure. Si on essaie de se mettre dans la position des pilotes de l'hélicoptère au moment de l'information de trafic, eh bien on est à peu près comme ceci. Alors je vous ai mis 2 jours pour que vous ayez dans un premier temps un petit peu une vision de comment se situe l'environnement. En fait, l'avion qui est en finale, il est quasiment dans le prolongement en fait du fleuve. Voilà. Mais l'avion qui est en train d'ouvrir, il ouvre à gauche.
Donc en fait, il part sur la gauche par rapport au pilote de l'hélicoptère. Mais dans le même alignement, vous avez un autre avion qui est en finale, un autre phare d'atterrissage. Ce qu'on remarque également de nuit, parce que là tout de suite la vision est bien différente, on remarque que c'est quand même une zone qui est assez éclairée, c'est une zone qui est quand même très urbanisée. Vous avez ce qu'on va appeler de la pollution lumineuse. Vous avez beaucoup de points lumineux et quand vous regardez également en face à cet endroit-là, là où l'avion va se présenter en finale 33, vous avez énormément de stades de baseball, de foot. C'est tout un complexe sportif, donc une zone qui est très éclairée parce que vous avez énormément de projecteurs, souvent relativement hauts et souvent relativement puissants. Est-ce que les pilotes d'hélicoptères n'ont pas confondu potentiellement un projecteur de lumière assez puissant à cet endroit-là avec les lumières de l'avion? Ça aussi, ça n'est pas à exclure. Si on regarde également de jour, on se rend compte qu'on a le relief qui remonte un petit peu plus au loin. L'avion est en train de descendre pour se présenter en finale sur la piste 33. L'avion est quand même assez bas sur l'horizon. Donc potentiellement, ils ont très bien pu confondre la lumière de l'avion avec des lumières du sol. En plus de ça, si on se rapproche un peu plus de la zone, de jour, vous voyez toute cette zone-là, et bien de nuit, vous avez quand même une zone qui est relativement bien éclairée. Alors, c'est juste une image Flight Simulator, mais ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que pouvaient voir les pilotes à cette altitude-là. Mais si les pilotes, ils sont une route au sud, qui voient l'avion en finale 01, ils se disent, c'est celui-là, on doit passer derrière, on peut continuer, on croise la piste 33, on passera derrière l'avion qui est justement en face de nous. Sauf qu'en fait, l'avion en question, c'est pas celui-là, c'est celui qui leur arrive sur la gauche. Et donc, si vous regardez, comme vous avez ce point de vue-là, ici, vous ne voyez pas l'avion qui arrive sur le côté. Et ça aussi, c'est potentiellement une explication à cette collision. Autre possibilité que l'on n'a pas évoquée encore dans les médias, c'est la possibilité que ce vol d'entraînement était également un vol d'entraînement au JVN, c'est les jumelles de vision nocturne. Et dans ces types de vols, l'image que vous avez en jumelles de vision nocturne est une image qui est avec une luminosité qui est accrue, de façon à vous donner un peu plus de détails sur ce que vous pouvez voir de nuit, mais c'est que surtout les sources lumineuses sont parfois beaucoup plus brillantes et donnent des espèces de gros halos, ce qui fait que vous avez parfois des difficultés à naviguer avec ces JVN quand vous êtes dans une ambiance très lumineuse et notamment autour de villes, comme on peut le voir un peu dans cette image. Sachant qu'en plus, les jumelles de vision nocturne aplatissent en quelque sorte l'image, c'est fait que vous n'avez aucune impression de 3D. C'est une image qui est vraiment plate, donc vous ne pouvez pas estimer des distances comme vous pouvez le faire à l'œil humain lorsque vous utilisez des jumelles de vision nocturne. Est-ce que l'équipage volait avec des jumelles de vision nocturne? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce que c'est un facteur contributif? Potentiellement, mais pour l'instant, on n'a pas cette information-là. Autre chose que l'on n'a pas expliqué également dans les médias, c'est la difficulté parfois d'acquérir le visuel sur un appareil conflictuel quand vous êtes à bord d'un avion. Quand un contrôleur vous fait une information de trafic et que vous êtes dans un avion, si l'avion a une trajectoire conflictuelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment à une trajectoire de collision, le problème, c'est que cet avion a un déplacement relatif par rapport à vous qui est très faible, voire quasi nul. Et ça ne vous aide pas. Pourquoi? C'est que ce que vous allez chercher, l'œil humain, il fonctionne comme ça. Vous allez regarder dans une direction, vous allez poser votre regard pendant 2-3 secondes et vous allez essayer de chercher un objet qui bouge, puisqu'un avion, ça bouge. Donc vous allez chercher une lumière qui bouge. Problème, c'est que cette lumière, par rapport à vous, elle ne bouge quasiment pas. Donc, ça va être très difficile pour l'œil humain de le détecter et de pouvoir le différencier par rapport à un point lumineux qui peut être au sol. Ça, c'est également un premier point qui a potentiellement pu ne pas aider les pilotes d'hélicoptères. Et pour l'équipage de l'avion en finale, l'exercice est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que l'avion déjà est un peu plus haut et arriver à voir
l'hélicoptère qui est potentiellement une petite lumière blanche qui clignote ou une petite lumière rouge, au milieu d'une zone qui a plein de lumière partout, ça n'est pas forcément évident à voir non plus. Ajoutez à cela que l'équipage de l'avion en finale n'a pas l'information sur cet hélicoptère, eh bien l'équipage il fait quoi à ce moment-là? Il se concentre sur sa phase d'atterrissage et il ne cherche pas un hélicoptère. Donc ça aussi, cet oubli du contrôleur sur l'information de trafic réciproque peut être également aussi un facteur contributif de cet accident. Voilà, vous avez maintenant quelques éléments de compréhension qui peuvent être utiles sur cet événement. Néanmoins, j'insiste bien là-dessus, qu'il va falloir attendre le résultat de l'enquête, et cela peut prendre du temps, puisqu'il va falloir récupérer les enregistreurs, ces fameuses boîtes noires à bord de l'avion, mais également à bord de l'hélicoptère. Et pour l'hélicoptère, on n'est pas certain qu'il y ait une boîte noire, puisque tous les avions, les appareils militaires ne sont pas équipés de boîte noire. C'est une obligation réglementaire dans l'aviation civile, mais les hélicoptères militaires obéissent à des réglementations qui sont militaires et sont généralement exemptés de certains éléments, et les boîtes noires peuvent en faire partie. Donc on n'aura peut-être pas les boîtes noires de l'intérieur de l'hélicoptère, et si c'est le cas, si on ne les a pas, ça serait bien dommage, parce que ça serait intéressant de savoir ce qui s'est dit à bord de cet hélicoptère. Est-ce que les pilotes ont vu l'avion? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a vu aussi le bon avion et qui l'a dit? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Donc, il faut bien avoir un petit peu en tête que dans ce genre d'événement, les réactions à chaud, quand je vous fais là, je vous donne seulement quelques éléments de compréhension, quelques éléments factuels de ce que l'on a, mais il va falloir attendre l'enquête, et l'enquête, elle peut être longue. On va avoir d'ici un mois une sorte de résumé factuel des faits et des événements dont disposent actuellement les enquêteurs à ce moment-là. Mais l'enquête en elle-même, elle va prendre beaucoup plus de temps, et il va falloir certainement plus d'1 an pour avoir l'explication qui est, pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est une erreur humaine. Mais l'erreur humaine, elle est à quel niveau? Est-ce qu'elle est au niveau des pilotes d'hélicoptères? Au niveau du contrôle aérien, ce manque d'informations réciproques, est-ce que ça peut être retenu comme une erreur? Ça, ce sera à l'enquête de trancher. Donc, il va falloir attendre.